ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Et de 4. C'est fait même si ce n'est pas encore totalement consommé. Niamey vient de s'inscrire sur la liste de plus en plus longue des pays du Sahel où s'installe une junte militaire qui a renversé un pouvoir démocratiquement élu. La France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu. Nous sommes aux côtés des dirigeants régionaux pour faire, là aussi, défendre la démocratie, l'expression libre des peuples et lutter contre toute manipulation. Je me suis entretenu avec le président Bazoum et je lui ai dit clairement que les États-Unis le soutenaient en tant que président démocratiquement élu du Niger. Nous demandons sa libération immédiate. Nous condamnons toute tentative de prise de pouvoir par la force. Quel esprit normal pourrait ne pas condamner cet énième putsch militaire? Ça commence vraiment à faire beaucoup. 3 coups d'État en 3 ans. Ce qui est encore notable et surprenant, c'est le soutien populaire dont bénéficient ces putschistes. Au début, nous, en tout cas au Niger, nous n'avons pas voulu les coups d'État. Pour la simple raison que les coups d'État, c'est un recul pour la démocratie. Mais si cela nécessite, s'il y a de mauvaises gouvernances, il faut les faire. Des dizaines de milliers de manifestants qui viennent soutenir ce coup de force dans les rues de plusieurs villes du pays. Dès le 2e jour du putsch, les militaires ont trouvé des soutiens dans la population. Jeudi, des habitants de Niamey sont sortis nombreux dans la rue, dénonçant en particulier les mauvais résultats, selon eux, de la présidence Bazoum en matière de lutte contre les attaques de djihadistes armés dans l'ouest du pays. Que s'est-il réellement passé pour qu'on en arrive à un tel retournement dans une population qui jusque-là condamnait avec force les coups d'État? Comment comprendre ce soutien à des militaires qui ont piétiné la légalité? Au-delà des condamnations et des sanctions, il est urgent de définir, de déterminer les causes, ne pas se contenter de juger simplement les conséquences. Mais les coups d'État, c'est quoi en Afrique? C'est des conséquences de la gouvernance. Les gens violent les constitutions et font 3e mandat, on ne fait rien. Oui, si la constitution dit qu'on ne doit pas dépasser 2 mandats, on va à 3e mandat, on tue des gens. Et les gens sont applaudis, non? Et même ceux qui font les coups d'État, il y a certains qui sont choyés. On va même à leur investiture. Ces putschs sont en effet des conséquences de quelque chose qu'il faut identifier. Si on ne le fait pas, on continuera d'en déplorer beaucoup d'autres. Et c'est connu, les condamnations et les sanctions n'ont jamais résolu la question. Même si certains mal inspirés menacent d'intervenir, montrent les muscles, l'affaire est pliée. Le putsch est désormais consommé. Lorsque dans votre quotidien, il vous arrive de trébucher et tomber une fois, vous pouvez sur le coup penser ou vous dire raisonnablement que la marche est mal faite. Ça peut arriver. Lorsque ça vous arrive 2 fois, vous pouvez encore incriminer la forme, la taille de la marche et éventuellement rejeter la responsabilité sur le maçon. Mais 3 fois, vous devez vous demander si vous n'avez pas une part de responsabilité. Si cela vous arrive une 4e fois, alors vous devez sérieusement intégrer le fait que le problème vient peut-être de vous. Vous devez commencer à intégrer le fait que vous avez peut-être quelques vrais soucis de mobilité. Lorsqu'en moins de 3 ans, un grand pays comme la France, qui depuis plusieurs siècles régnait en maître incontesté dans la région du Sahel, dans ce qui était considéré comme son précaré, lorsqu'elle est chassée coup sur coup, sans ménagement et sans complexe du Mali, du Burkina Faso et maintenant du Niger par la rue, par la société civile et par des jeunes soldats, elle doit s'interroger sur sa politique, sur les choix diplomatiques qu'elle a faits pendant ces 15 dernières années, mais surtout depuis les présidences de François Hollande et d'Emmanuel Macron. But we have to prepare for all eventualities. And Excellencies, you are here for the final eventuality, that last resort. That is planning for a possible intervention to restore constitutional order. La CEDEAO étant impersonnelle, toute agression ou tentative d'agression contre l'État du Niger verra une riposte immédiate. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso
et le Mali. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Les sanctions contre le peuple du Niger risquent d'amener ce pays-là et ce peuple à se liguer avec le régime actuel contre les autres peuples de la sous-région et amener une situation qui peut ne pas être favorable pour l'entente entre les peuples de la sous-région. Mais au-delà, elle risque de renforcer la rébellion, à contrario. Parce que cette série extrêmement dure de sanctions va priver l'État du Niger de ses moyens de riposte face à la rébellion. Mais je voudrais également dire que notre adhésion à la CEDEAO, qui s'est faite sans que les peuples aient été consultés à travers un référendum, ne signifie pas un blanc-seing accordé à des chefs d'État, à un syndicat de chefs d'État, pour décider d'amener une des guerres qui risque d'être les plus meurtrières dans la sous-région. Comment imaginer un tel scénario? Comment même penser que l'on puisse parler de guerre entre États alors que les pseudo-djihadistes sont aux portes de ces pays? Je voulais dire à l'intérieur de ces nations. La situation est suffisamment grave pour inciter, j'allais dire, obliger à une réflexion plus sérieuse, moins superficielle, un peu plus d'humilité. Et pourtant, on continue d'écouter encore les mêmes évoquer la folie, l'irresponsabilité des jeunes militaires sahéliens, l'incurie, le manque d'éducation des populations nigériennes. On se rend compte qu'ils n'ont toujours rien compris à Paris. L'aide de l'Union européenne est très importante. Si l'aide de l'Union européenne, l'aide américaine et l'aide française cessent au Niger, on va vers un scénario catastrophe parce que ce pays est déjà très fragilisé. Il est menacé par sa pauvreté, par le radicalisme d'une partie de la jeunesse qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de perspective, par la présence de groupes armés sur toutes ses frontières et au sein même du pays. Donc le pays est presque au bord de l'effondrement. Il a vraiment besoin d'une aide extérieure, occidentale, forte. Encore un de ces anciens diplomates considérés comme spécialistes de l'Afrique qui n'ont rien compris et qui ne parviennent toujours pas à renouveler leur discours. Encore un diplomate écouté à Paris qui n'a pas intégré que personne. Aucun jeune ne croit plus en l'aide et en la générosité des nations du Nord qui seraient là pour leur bien, qui seraient là par gentillesse et humanité. C'est le type de discours même qui contribue à exacerber les tensions dans les populations qui se demandent de quelle aide on parle. Des populations qui ne supportent plus qu'on leur parle comme à des enfants, à des demeurés. L'ancien ambassadeur Nicolas Normand est pourtant depuis plusieurs jours sur les antennes françaises de tous les médias qui parlent de Niger. Il en est de même de cet autre général de l'armée à la retraite, le général Trinquant, qui explique sans sourciller, sûr de son fait, que le rejet du régime en place s'explique aussi par du tribalisme. Oui, mais Bazoum et Issoufou sont des Arabes. Là, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Africains. Donc, il y a ce sujet qu'on connaît très très mal. Quand on ne sait pas, on doit savoir se taire au lieu de dire de telles inepties. Contrairement à ce que vous dites, si le président Mohamed Bazoum est en effet de la minorité arabe, son prédécesseur ne l'est pas du tout. Il n'a pas une seule goutte de sang arabe. Ce n'est donc pas un putsch contre la communauté arabe. Cher général, le silence est parfois d'or. Ce type d'insinuation est plus de nature à exacerber les antagonismes dans un pays fragilisé. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est pour le Niger, pour les Nigériens. L'électricité est coupée, le Nigeria a commencé à couper l'électricité, il y a des problèmes. Le Nigeria fournit 70% de l'électricité. Le Niger, sans l'aide occidentale, ne va pas tenir le coup et les gens vont crever de faim. C'est aussi simple que ça. Les mêmes spécialistes avaient prédit la même chose pour le Mali et le Burkina Faso. Lorsque ceux qui parlent sont ces incultes, qui pourtant sont considérés comme des sachants sur les médias du Nord, on se dit que l'on n'est pas sorti de l'auberge. On doit pouvoir apprendre de nos erreurs. Vos alliés les plus engagés à vos côtés au Niger, c'est les États-Unis et la France. La France notamment a une présence militaire qui s'articule autour de Niamey et au-delà avec la participation à l'opération Al-Mahou. Est-ce que c'est pas parfois perçu comme un risque aux yeux de l'opinion d'apparaître comme trop dépendant de la France? Est-ce que l'opinion nigérienne comprend? Mais les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire, ils attendent de moi, d'abord, que je leur assure la sécurité. C'est la première des choses qu'on me demande. Les gens des villages qui sont victimes de terrorisme ne savent pas qu'il y a des Français ici au Niger, ou des Américains, ou des Russes. Ça peu leur importe de savoir
Qui sait? Ça n'a visiblement pas été vu ainsi au regard des villes et villages qui semblent soutenir ce putsch. Je pense que le président Bazoum paie un peu le prix de son soutien trop affiché à la France, mais également ses propos que ne devrait pas tenir un commandant en chef d'une armée, un président de la République. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Des propos qui n'ont vraiment pas plu dans les casernes et les états-majors. Des propos qui ont été vus comme la preuve qu'il inféodait le Niger à l'armée française. En réalité, depuis un moment, le président Mohamed Bazoum a tenu des propos qui ont contribué à altérer le soutien dont il bénéficiait dans la jeunesse. La France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Les entreprises françaises n'existent pratiquement pas au Niger. On va nous parler de l'uranium. Oui, ce que je veux qu'on sache, c'est 2000 tonnes d'uranium, d'uranate par an. Ce n'est absolument rien. La France s'approvisionne au Kazakhstan, elle s'approvisionne au Canada. Elle peut se passer de l'uranium du Niger. Nous avons plus besoin que Orano reste au Niger, plus que Orano n'a intérêt à y rester, tout simplement. Sauf votre respect, Monsieur le Président, ce n'est pas aussi net, aussi négligeable. L'uranium du Niger représente bien plus que cela pour l'Europe. Le pays fournit ainsi plus de 25% de l'uranium européen et en était encore le premier fournisseur du vieux continent en 2021 avant d'être relégué à la seconde place par le Kazakhstan qui fournit près de 27%. À l'échelle française, même si les quantités ont considérablement diminué, le Niger a été le troisième fournisseur d'uranium de la France, contribuant pour 19% de ses approvisionnements entre 2005 et 2020, derrière le Kazakhstan et l'Australie. Ces chiffres officiels sont ceux du comité technique Euratom. En réalité, l'électricité nucléaire, bien que produite en France, fonctionne à l'uranium importé. Margot Faudéré, vous êtes journaliste au service économie d'Europe 1. D'où vient cet uranium ? Nous dépendons essentiellement du Niger, du Canada, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. EDF passe les commandes soit à son fournisseur français Orano, soit à des fournisseurs étrangers comme l'anglo-saxon Urenco. Et ces fournisseurs sont chargés d'extraire l'uranium des mines, éventuellement de le traiter, puis de l'acheminer jusqu'en France, puisque nous n'en possédons pas, rappelle Ludovic Dupin, le directeur de l'information de la Société française d'énergie nucléaire. On importe intégralement cette ressource puisqu'il n'y a plus de mines en France. La France consomme environ 7000 tonnes d'uranium naturel par an. Ça représente environ entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an dans la balance énergétique française. Le Niger représente un enjeu géostratégique plus important pour la France et les États-Unis d'Amérique. Le Niger a une particularité par rapport aux autres pays du Sahel. C'est un lieu de présence militaire très fort. Au Mali, les Français étaient en face à face, étaient en huis clos avec les Maliens. Là, c'est pas le cas. Les Américains ont autant à perdre du point de vue stratégique que les Français. C'est là tout l'enjeu. Les populations n'apportent pas leur soutien au nouvel homme fort. Elles rejettent plutôt la présence de l'armée française. On est contre Macron et son gouvernement. En France même, il y a des Français qui nous soutiennent. Nous ne voulons pas les bases militaires françaises sur notre territoire. Ridicule de continuer d'évoquer l'influence de Moscou sur les populations et les armées sahéliennes parce qu'on a vu fleurir ça et là des drapeaux russes. C'est vraiment préférer adopter la politique de l'autruche que de continuer d'utiliser les mêmes arguments simplistes que les Africains vivent, comme du mépris, voire du racisme. Continuer de voir dans ce rejet l'influence de Moscou comme si les Africains n'étaient pas capables de penser par eux-mêmes, comme s'ils n'étaient pas suffisamment adultes pour juger de ce qui est mal ou bien pour eux. Comme s'ils n'avaient pas la faculté de juger de la situation géostratégique de leur pays, comme s'ils avaient toujours besoin d'un maître pour les guider. Sortons de cette condescendance, de ce mépris caractérisé. L'Afrique va mal et les Africains en ont assez de vivre dans la misère, avec ce système qui a montré ses limites. Les Africains en ont assez de ces dirigeants marionnettes aux ordres de puissance qui ont échoué. Les Africains en ont assez dans le même temps de ces discours creux qui ne garnissent pas leur assiette. Ils veulent du changement et c'est un fait. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Il faut peut-être changer de stratégie au nord. La diabolisation de l'autre ne prend plus. Il y a quelques années seulement, Lucifer, Chétan, celui qui voulait recoloniser l'Afrique, c'était la Chine. Il fallait absolument la bouter dehors. L'ogre chinois, qui n'est pas innocent, on le sait, était la menace dont nous devions nous méfier, nous éloigner au plus vite. Tout ce qui était chinois devait être rejeté. Or, dans le même temps,
L'Europe, grande conseillère, protectrice de l'Afrique, commerçait avec la même Chine. Elle entretenait un courant d'affaires plus important que celui que Pékin entretient avec l'Afrique entière. Tenez, en 2022, des marchandises d'une valeur de 299 milliards d'euros ont été changées entre la seule Allemagne et la Chine, soit un bond de 20% sur un an, alors que les échanges entre la Chine et l'Afrique entière étaient de 260 milliards seulement. Bizarre, non? L'Afrique n'aurait pas le droit d'acheter dans la plus grande usine du monde? Le commerce entre l'Europe et la Chine est tellement intense que la Chine est devenue, pour la première fois, le premier partenaire commercial de l'Union européenne en 2020, doublant les États-Unis d'Amérique. Pourtant, pendant ce temps, on continue de nous mettre en garde contre la Chine. Aujourd'hui, l'ennemi, le danger qui menace l'Afrique, selon Paris et Washington, est la Russie et ses mercenaires. Il faut s'en éloigner au plus vite. Un peu facile ce coup-ci. Continuer de justifier tous ces putschs militaires par la propagande de Moscou frise par moments le ridicule, ayant un parfum de racisme, un peu comme si les populations subsahariennes étaient inaptes à une quelconque réflexion élaborée. Cela ne vient à l'esprit de personne de juger la France par les seuls gilets jaunes qui manifestent dans la rue, avec parfois des pancartes xénophobes. Le malaise est beaucoup plus profond que cela, et les Français finissent par se demander pourquoi c'est eux qui sont visés, alors que sur le continent africain, il y a d'autres chancelleries occidentales. Il y a d'autres pays européens qui ne sont nullement inquiétés. Je pense qu'il serait judicieux d'être suffisamment humble pour se demander pourquoi. À chaque fois, fleurissent des slogans anti-français dans les manifestations au sud du Sahara. Cela ne peut pas se justifier simplement par une quelconque jalousie ou de la manipulation des autres. On rencontre bien des Italiens en Afrique, les Britanniques, les Norvégiens, les Suédois, les Espagnols, qui ne connaissent pas la même stigmatisation. Ceci est un point important pour se dire les choses de façon claire. Paris, c'est une certitude, a une politique qui ne convient plus aux Africains. Je ne suis pas d'accord avec le sentiment anti-français. Je pense qu'il n'y a pas de sentiment anti-français au Sahel et en Afrique. Parce il y avait des propos hostiles quand même à... Oui, mais faut essayer de le comprendre. Je pense que c'est... Bien sûr, mais ils existent, c'est ce que je veux dire. Non, moi je pense que ce n'est pas de l'ordre du sentiment. Ce qu'il y a, c'est un rejet, une contestation de la politique française. Ah, de la politique française. Ce n'est pas de l'ordre du sentiment. Dire que c'est un sentiment, c'est minorer un phénomène politique qui est plus puissant que ça, qui est plus complexe que ça. Ils ne disent pas « nous détestons la France ». Ils ne disent pas « nous haïssons la France ». Ils disent « nous contestons la nature de la relation ». Ce n'est pas la présence française en elle-même qui est problématique, mais les formes de la présence. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas des formes démocratiques, ce n'est pas des formes justifiables, c'est des formes contradictoires. Qu'est-ce qui peut justifier que la France intervienne tantôt contre un coup d'État et dans un autre pays, on dit non, 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 on laisse passer. C'est ça qui est contré, qui est en cause. Les jeunes Africains rejettent de façon viscérale le type de relation que Paris a entretenu avec leur pays depuis tant de décennies. Le passif colonial n'a pas été soldé et les jeunes n'acceptent pas les contrats léonins qui continuent de lier leur pays à Paris ou à ses firmes. Ceci est une première explication qu'il faut explorer. La deuxième piste porte sur les ingérences de Paris dans les affaires intérieures des États. Mais là où les choses sont rejetées de façon véhémente, c'est la présence des forces françaises dans certains territoires. Le Niger appartient aux Nigériens. Alors, dans ce sens, nous demandons qu'une chose. Nous demandons pratiquement le retrait des Français, de la base militaire française, qu'elle rentre chez elle. Les jeunes ont beaucoup de mal à comprendre la présence de militaires en action dans leur pays. Certains diront qu'ils ont été invités, c'est possible. Mais ce n'est pas la majorité des cas. Et dans les pays où ils ont été invités, c'était pour une mission bien précise. Elle n'avait pas vocation à y rester sur la durée. Une armée qui reste dans un territoire une dizaine d'années, cela devient de l'occupation. C'est vécu comme tel. D'abord, c'est un phénomène général. Toute opération militaire sur un territoire étranger qui dure est perçue à terme comme une invasion et comme une volonté de s'implanter durablement sur le territoire du pays. La deuxième raison, c'est que les objectifs n'ont pas été atteints, puisque malgré la présence des forces françaises, le terrorisme a continué à se développer et la situation dans ces pays ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle s'est considérablement dégradée. Et si en plus il n'y a pas de résultats, comme c'est le cas dans le Sahel, on peut comprendre que certains puissent soupçonner qu'elle soit de mèche avec les agresseurs. C'est ce qui explique ce rejet dans la rue des autorités françaises. Ils ont des avions de chasse, des chars, tout le monde a vu les drones qu'ils ont.
mais leurs drones ne voient pas les terroristes. Donc on n'a pas vu à quoi ça sert de venir rester dans notre pays. On est aussi libre de chercher des alliés qui est fiable, qui traite égal avec notre pays. La France ne peut pas traiter égal avec notre pays parce que ça fait 60 et quelques ans qu'ils exploitent l'uranium dans notre pays. Même hier, on a dormi dans les coupures. Et chez eux, là-bas, ils ne connaissent pas la coupure. Alors qu'elle dit défendre la démocratie, défendre un régime démocratiquement élu, elle se voit invitée à partir. Je sais que certains diront que ces manifestations ne sont pas spontanées. Peut-être. Mais si ces putschistes étaient si rejetés, si détestés, ils ne réussiraient pas à mobiliser autant de monde dans la rue. Ils mobilisent, c'est clair, plus que les professionnels de la politique qui disent vivre au contact des masses. Voir dans ces drapeaux russes qui fleurissent la présence de Moscou, c'est mal connaître les populations africaines. C'est sans aucun doute ne pas saisir leur portée. C'est ne pas avoir conscience de l'état d'esprit des populations africaines, francophones notamment, qui seraient prêtes à pactiser avec n'importe qui pour chasser ce qu'ils vivent comme des colonisateurs. Nous soutenons les organisations régionales, en particulier la CEDEAO, dans les décisions qu'elle aura à prendre, ou de médiation, ou de condamnation et de sanctions à l'égard des putschistes s'ils venaient à progresser et finaliser leur projet. Lorsque Paris donne des injonctions aux institutions sous-régionales pour sanctionner et menace même d'utiliser la force, elle ne mesure pas à quel point elle travaille à se faire détester davantage. C'est absolument contre-productif. C'est ça qui a alimenté aujourd'hui le sentiment que la CEDEAO est instrumentalisée. Vous verrez sur les réseaux sociaux et dans les opinions publiques africaines, les gens dire que la CEDEAO instruit tel chef d'État qui est le relais de Paris et pour que la CEDEAO endosse les positions de Paris. À mon avis, il aurait été plus utile pour la CEDEAO et même pour le président Bazoum que la France défend, de se mettre un peu en retrait et de miser sur la médiation de la CEDEAO, de dire que la France apportera, quoi qu'il arrive, son soutien ferme et indéfectible à la solution régionale. Mais le fait de se mettre en avant et de donner le sentiment d'un certain leadership de la solution est contre-productif et alimente aujourd'hui la popularité même de personnes qu'on prétend combattre. Je ne sais pas qui conseille le président Macron et son équipe, mais ils ont vraiment du mal à comprendre l'état d'esprit des jeunes Africains. Le regard qu'ils ont sur la relation avec Paris. Le passif est lourd, très lourd, et il est urgent de changer le ton. Quelle est la vérité? Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. L'axe du monde a muté, à mon avis d'ailleurs assez définitivement, sur un axe d'ouest en est. En cette période de grosse tension où la propagande prend les devants, où l'hypocrisie et les faux semblants qui ont jusque-là caractérisé et dominé la diplomatie internationale connaissent leurs limites, où le modèle d'après 48 basé sur la suprématie, la domination occidentale montre son obsolescence, il est plus qu'urgent pour tous de se dire la vérité. C'est le moment de mettre les choses au clair pour partir sur des bases plus solides. Depuis quelques années, entretenu par les médias occidentaux, le refrain en Afrique elle-même, le péril russe, avec une cible constante sur laquelle nous devons tirer, le diable en uniforme, le groupe paramilitaire Wagner. Il n'est question que de ce groupe dans les pays tels que la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso. Et chaque fois on prend la précaution de le distinguer, de le séparer systématiquement lorsqu'il s'agit d'Afrique des autorités russes pour qui il travaille. Les dirigeants européens notamment insistent pour démontrer que les États africains ont contracté non pas avec l'État, avec la Russie, mais avec des mercenaires. Mais la vérité est tout autre. Dans une précédente chronique, grâce à certaines autorités centrafricaines et quelques témoins, mais également à des documents, je vous ai montré comment le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, qui ne savait même pas qu'il existait une ambassade de Russie dans son pays, a été jeté par les errements de la diplomatie française dans les bras des Russes qui ont résolu son problème en lui fournissant les armes dont il avait besoin et que Paris refusait obstinément de lui livrer. Et pour être complet dans sa démarche, Moscou lui a envoyé Wagner, un instructeur sur le terrain, mettant un terme aux scènes tragiques-comiques des soldats centrafricains mimant de la bouche le bruit des armes pendant leur formation. La vérité est têtue. Avec le sommet Afrique-Russie que je continue de trouver incongru, je l'avoue, il est désormais clair que la plupart des nations africaines traitent ouvertement et directement avec les autorités de la Fédération de Russie. S'il était encore besoin de le prouver, c'est fait. Ces États ont contracté avec la Fédération de Russie qui, pour mettre en œuvre leur intervention, a désigné un groupe paramilitaire qui lui est acquis,
Wagner est donc clairement en Afrique pour le compte de la Fédération de Russie. Cela ne fait pas d'ambiguïté. On arrête les fantasmes un instant. Maintenant, les nations africaines l'ont confirmé et l'assument. C'était finalement un grand succès puisque, à part 2 ou 3 pays, tous les États africains ont été présents. L'Afrique est disposée à raffermir sa coopération avec la Russie dans tous les secteurs. Pendant des décennies, nous avons infailliblement soutenu les pays africains dans leur lourde lutte contre le fardeau colonial. Malheureusement, certaines manifestations du colonialisme n'ont pas disparu jusqu'à présent et sont toujours pratiquées par les anciennes métropoles, notamment dans les domaines économiques, informationnels et humanitaires. Dans les années 1960, pendant que l'Afrique luttait pour accéder à la souveraineté, la Russie a apporté à l'Afrique et à sa lutte un appui sincère et efficace. Nous voulons, une fois encore, remercier ce grand pays. Le lien est tellement assumé que même le très taiseux colonel Assimi Goïta du Mali, qui jusque-là a gardé le silence face à toutes les accusations, les réflexions largement véhiculées par les médias internationaux, a enfin parlé et clarifié le deal. Expliquer pourquoi il a choisi Moscou. Ce choix stratégique intervient après une décennie de présence des forces internationales sans résultat tangible et dont le chemin consistait à entretenir la menace sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance. Maintenant, personne ne pourra dire qu'il l'a fait sur un coup de tête. Personne d'honnête ne pourra plus dire qu'il est l'otage de Wagner. Le Mali, tout comme le Burkina Faso et la Centrafrique, ont passé des deals avec la Russie. C'est une vérité connue de tous. Mais puisqu'il faut enfoncer des portes ouvertes pour que la propagande arrête d'enfler, on est obligé de le répéter. Le sulfureux groupe Wagner, qu'on l'aime ou non, qu'il soit dangereux ou non, est là à la demande de Moscou pour respecter ses engagements avec les États africains qui l'ont approché. Est-ce amoral? Est-ce anormal? Est-ce condamnable? Je n'en sais rien. Mais ces pays, s'il faut condamner, ne seraient pas dans ce cas les seuls à être punis, à voter. Puisque c'est connu, même si elles font semblant, les grandes puissances occidentales sont mal placées pour en juger, puisque cette pratique est également la leur. Personne n'a oublié les mercenaires de Bob Denard qui ont renversé tant de régimes en Afrique à la demande de Paris. Personne n'a oublié leur tentative à Cotonou contre le régime du président Mathieu Kérékou. Personne n'a oublié ces affreux bonhommes au Biafra, aux Comores. Bob Denard fut exfiltré sans que personne n'y voie rien dans le monde entier. C'est un très très gros succès. Et nous avons ramené les Comores, grâce à cette opération de la DGSE, admirable, à une situation de paix civile locale. C'est ainsi assumé par l'ancien Premier ministre français Michel Rocard. Il est fier de son Wagner à lui. Ce n'est pas tout. La pratique des mercenaires que l'on a souvent baptisé du nom moins guerrier, plus soft, de sociétés de sécurité, on la vit très régulièrement dans les conflits où les dirigeants, pour ne pas sacrifier leurs soldats nationaux, confient cette tâche à des structures privées. J'ai pas trop compris la différence avec l'armée, tout ça, quoi. La Légion étrangère fait partie intégrante de l'armée de terre française. Voilà, ça, on fait partie de l'armée. La particularité, c'est qu'on recrute des étrangers. C'est-à-dire que quelqu'un de n'importe quel pays, n'importe quelle origine, n'importe quelle religion peut venir servir la France, voilà, en s'engageant dans les rangs de la Légion étrangère. La Légion étrangère est connue et marquée par sa discipline, sa rigueur, son encadrement, et puis c'est les premiers, en cas de perte, lorsqu'on sait qu'il y aura des pertes, c'est les premiers à être envoyés. Voilà. Vous êtes en première ligne? Ben, c'est évident parce que si la France doit envoyer des mecs se faire péter la gueule qui sont sûrs qu'il n'y a pas de retour, on a été conçu pour ça, pour envoyer des étrangers au canton. Ah, tu le dis direct, quoi. Bon, quitte à ce qu'il y ait des morts, autant que ce soit des étrangers. On fait partie de la bande, quoi. Hein, donc on sait que si vraiment il y a un gros carton, donc nous on était envoyés sur des missions où on savait que le retour était inconditionnel. Chacun a bien entendu et compris, non? La vérité ne sort pas que de la bouche des enfants, de celle des adultes aussi. En Afghanistan et en Irak, les Américains, eux aussi, ont utilisé essentiellement des groupes de mercenaires. C'est une pratique commune. En Ukraine, on a clairement et officiellement fait appel à des mercenaires de tout poil venus de tous les coins du monde pour se battre sur le terrain contre les Russes. Cela ne choque personne. Apparemment, il y a des bons et des mauvais mercenaires. Dans le cas du Mali, le président Assimi Goïta l'assume, même si cela rend fou les partenaires occidentaux. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président,
vous renouvelez ma profonde gratitude pour l'appui de votre gouvernement sous votre impulsion qui a permis à mon pays de connaître des avancées significatives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cette tendance au rapprochement avec la Russie est très forte au sud du Sahara, puisque même les dirigeants les plus âgés, jusque-là considérés comme très proches de Paris, ne font plus semblant et assument clairement leur attachement à la Russie. Nous remercions la Russie pour l'aide qu'elle apporte à beaucoup de pays pour combattre le terrorisme. Avouez que c'est tout de même cocasse, troublant d'écouter le nonagénaire président Paul Biya, 41 ans au pouvoir, jusque-là toujours considéré comme proche de Paris et de Washington, clairement exprimer ainsi les remerciements de l'Afrique à la Russie. Avouez que c'est tout de même troublant d'écouter le président Denis Sassou Nguesso du Congo, une trentaine d'années au pouvoir, souvent considéré comme trop proche de Paris, décrire les embûches connues pour se rendre en Russie pour assister à ce sommet. Beaucoup de forces ont travaillé pour empêcher le succès de ce sommet. L'avion que nous avons pris en location est resté à Dubaï parce que les compagnies d'assurance de l'Occident se sont opposées à l'arrivée de cet avion ici à Saint-Pétersbourg. Nous l'avons laissé. Même si un président ne doit normalement pas évoquer ce type de détails, notamment devant les médias, il faut reconnaître que cela traduit la bagarre avec parfois des armes non conventionnelles, sournoises, que mènent les grandes puissances pour empêcher le rapprochement de la Russie avec les États africains. Et on est arrivé ici dans un tout petit jet. C'était assez difficile. C'était 5 heures de vol. Et je sais aussi que d'autres délégations ont éprouvé les mêmes difficultés, y compris celles des autorisations de survol de certains pays. En réalité, l'Europe, ou plus globalement l'Occident qui perd pied un peu partout, doit avoir l'humilité de l'écoute. Les nations qu'il dominait hier ont maturé et ont des attentes, des exigences claires. Faire semblant de ne pas les connaître, donner l'impression qu'elles perdent pied en raison de leur mauvaise gouvernance, ne prend plus. Même si plus que jamais, les médias du Nord semblent avoir pris fait et cause pour leur région en répétant presque machinalement ce que leur disent les dirigeants et les militaires. C'est pas un divorce d'or, etc. Non, on veut une nouvelle relation. Ça, c'est très important. Cette relation-là ne nous convient pas justement parce que c'est une relation qui est l'héritage de la colonisation. Et ces jeunes-là sont plus à l'aise d'ailleurs pour le contester parce qu'ils l'ont pas connu. Pourquoi les subsahariens en général rejettent-ils la France en particulier et l'Occident en général? D'abord parce qu'ils pensent que la gouvernance mondiale doit changer, que l'insolente suprématie doit s'arrêter. Il faut redistribuer les cartes et les mots pour le dire sont clairs, sauf pour le sourd qui s'entête à ne pas comprendre. Même les plus anciens le disent sur un ton plus posé, mais avec fermeté. L'Afrique, qui compte plus d'1 milliard d'habitants, est sous-représentée dans des organisations internationales. Je parlerai notamment de l'ONU. Nous comptons sur l'appui de la Russie pour corriger cette défectuosité. Nous avons demandé la réforme du système des Nations Unies. Nous avons demandé la réforme de la gouvernance mondiale qui, aujourd'hui, conditionne la vie de nos États. Et quels que soient par ailleurs nos efforts, si ces règles ne sont pas modifiées, eh bien, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi il est important que nous travaillions dans la solidarité, que nous travaillions également à l'échelle du continent, puisque les défis sont majeurs. Nous avons des micro-États hérités du Congrès de Berlin qui nous empêchent de travailler à l'échelle. Si on ne comprend pas cette situation, on perdra beaucoup de temps sans efficacité. N'est-ce pas assez clair cette demande que d'ailleurs formule en des termes tout aussi limpides Nicolas Sarkozy, que l'on ne peut accuser d'être intoxiqué par les Russes? Quand vous pensez qu'au Conseil de sécurité comme membre permanent, il n'y a pas un pays africain, il n'y a pas un pays arabe, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas le Japon, il n'y a pas un pays d'Amérique du Sud. Ça signifie quoi?
Ça signifie que le marché mondial s'est installé sans que l'ordre mondial ne soit installé. Nos institutions internationales ne correspondent plus à la réalité du monde. Il ne parle pas sous influence des Russes. Et une fois n'est pas coutume, on est d'accord tellement c'est vrai. La France part sans partir. Quand vous écoutez le discours officiel, on est présent pour lutter contre le terrorisme. D'accord. Mais moi, observateur, je note que parfois en Afrique, l'armée française jusqu'à présent intervient pas pour combattre du terrorisme, du djihadisme. Je vous donne un exemple au Tchad, il y a 2 ou 3 ans. Il y a une colonne de rebelles qui conteste le pouvoir, un mouvement politique qui a pris les armes pour contester le président. Le président, qui est un allié de la France, demande une intervention et il y a une intervention de l'aviation française qui stoppe net cette colonne de rebelles. C'est une présence qui peut avoir des incidences politiques internes. C'est une présence qui peut s'immiscer dans des processus électoraux, qui peut s'immiscer dans des luttes de pouvoir internes. Ce que demandent les Maliens, les Burkinabés et maintenant les Nigériens, c'est le départ des forces étrangères de leur territoire. Puisque les résultats ne sont pas au rendez-vous, ils doivent avoir la décence de se retirer sans faire tant de vagues. Il va bien falloir qu'ils s'y fassent. C'est la fin d'une ère et les précarés, c'est terminé. Une armée étrangère qui reste autant de temps sur un territoire et qui n'apporte pas de résultats positifs est naturellement vécue par les populations comme une force d'occupation. Il est normal, au regard de sa puissance de feu, que l'on commence à la soupçonner de collusion avec l'ennemi. Vrai ou pas, ça peut s'expliquer. Et si en plus elle s'énerve et traîne à quitter les lieux, alors le rejet devient total. La France presse sans vergogne la région, pille les ressources naturelles, contrôle les réserves monétaires, organise des coups d'État et, depuis peu, est suspectée de soutenir le terrorisme islamiste contre les gouvernements récalcitrants. Et que fait la Bundeswehr? Elle fait le guet pour ce pillage de l'Afrique. Je pense que c'est une honte à laquelle il vaut mieux mettre fin aujourd'hui que demain. Le fait que la Bundeswehr doive d'abord se faire prier par le Conseil de sécurité de l'ONU pour quitter le Mali est un nouvel embarras total pour ce gouvernement fédéral. La secrétaire d'État Müller dit maintenant que nous sommes prêts. Je vous demande alors pourquoi des tonnes de munitions sont maintenant détruites au Mali? Elles sont détruites parce que la Bundeswehr ne peut plus les sortir du pays à temps. L'Afghanistan vous salue, mesdames et messieurs. Nous vous l'avons déjà dit l'année dernière. Nous devons sortir du Mali et ne plus laisser traîner les choses en longueur. Vous n'êtes tout simplement plus capable d'évaluer la situation de manière réaliste. En dépit de la sécurité des soldats, de la dégradation constante de la situation sécuritaire et de l'opposition croissante de la population à cette mission militaire, vous avez voulu maintenir la Bundeswehr au Mali jusqu'en mai 2024 sur la seule base du souhait de la ministre des Affaires étrangères Baerbock, et ce malgré le fait que les autres Européens aient déjà pris la poudre d'escampette. Quoi qu'il en soit, le message des autorités maliennes est clair et il est hypocrite de n'y voir que des prétextes de bidas pour confisquer le pouvoir. Face à l'échec de la lutte contre le terrorisme, face à l'impuissance des armées occidentales stationnées dans le Sahel depuis si longtemps, n'est-ce pas logique que les fils du pays, les nationaux, notamment les soldats et officiers sur le terrain, prennent les choses en main, rejettent la stratégie qui leur a été imposée? Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Il faut quand même une dose de mauvaise foi pour ne pas comprendre le désir de ces jeunes soldats de prendre leur destin en main. Ils n'ont pas un autre territoire que celui-là et ils doivent le défendre, quoi qu'il en coûte. Puisque les armées étrangères n'ont pas pu chasser l'hydre djihadiste, autant s'en charger soi-même. Logique, non? D'où les VDP, les volontaires de défense de la patrie. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à 2 types de risques. Le risque qu'il soit une proie, que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles, vous les exposez et ça devient de la chair à canon. L'autre risque, c'est qu'ils ne sont pas militaires.
Et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuellement. Vous donnez à des civils que vous ne connaissez pratiquement pas et des armes et vous les lâchez dans la nature, ils peuvent en abuser. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. C'est vrai qu'il faut parfois remonter à l'histoire pour juger le présent. À ceux qui dénoncent le risque que l'on court en mêlant les populations civiles à cette guerre, il faut rappeler que c'est un peu faire preuve d'amnésie. Chacun se souvient la place centrale qu'occupait la résistance en 39-45 dans la libération de la France occupée par les nazis. Très régulièrement d'ailleurs, on leur larguait clandestinement des armes. Personne ne se souciait de leur moralité ou ne s'inquiétait de l'usage qu'elles pourraient en faire. En Ukraine d'ailleurs, en ce moment même, on largue et fournit des armes sophistiquées à des mercenaires et des civils. Et les exactions, les violences, les tueries, on en a compté un nombre impressionnant. Pourtant, on n'entend pas beaucoup dénoncer ces violations des droits de l'homme. On est tenté de dire que cela ne s'applique que dans les cas des guerres en Afrique. L'instrumentalisation et la politisation de la question des droits de l'homme doivent cesser. De même que le système deux poids, deux mesures. C'est vrai que cette notion de droits de l'homme est trop souvent à géométrie variable. En réalité, la situation en Afrique, aussi compliquée qu'elle paraît, se résume pourtant en une chose simple. Les Africains ne veulent plus de la condescendance, de la domination des autres. Ils souhaitent prendre leur totale souveraineté. C'est ce qui anime les jeunes qui manifestent régulièrement dans la rue. Il ne s'agit pas d'une animosité contre telle ou telle nation. Pour preuve, malgré le rejet parfois violent sur les représentations diplomatiques auxquelles on assiste et les pancartes hostiles qui fleurissent dans les manifestations, on ne déplore pas une seule agression des Français vivant en Afrique. Ils continuent de vivre tout à fait naturellement, en toute sécurité, dans ces pays, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, à Niamey, avant que Paris ne décide de les évacuer, aucun d'entre eux n'avait été menacé. Tous ou presque continuaient de vivre normalement. Quelques-uns ont d'ailleurs choisi de rester sur place parce qu'ils comprenaient bien que ce rejet n'était pas contre leur personne. Et jusque maintenant, rien ni personne ne souhaite attenter à leur vie. Il ne s'agit pas de haine contre des individus. Tous les Français sur place au Sahel continuent de diriger leurs entreprises, de travailler pour certaines firmes locales ou internationales, de se marier avec des locaux, de mener leurs activités en toute quiétude. Le sentiment anti-français n'existe pas. Ce qui existe et qu'on voit depuis des années, qui travaille la jeunesse africaine, qui a travaillé les générations d'avant, mais d'une autre façon, c'est une contestation de la politique française en Afrique. C'est une contestation des formes de la présence française en Afrique. Ce qui est dénoncé, c'est la mainmise de l'État français sur nos autorités. C'est le fait de nous imposer des marionnettes. C'est d'utiliser nos dirigeants pour faire passer leurs projets, leurs plans. C'est faire d'eux des exécutants de leur stratégie. Ce qui est dénoncé, c'est le machiavélisme des dirigeants occidentaux en général et français en particulier. À chaque fois qu'on voit les jeunes manifester, se structurer avec un discours, un discours critique sur la France, il y a forcément quelqu'un derrière. Les jeunes sont capables aussi d'être des forces de changement politique. Et franchement, ils l'ont démontré ces 10 dernières années. Ce que dénonce la jeunesse, c'est cette propension des dirigeants occidentaux à nous infantiliser, à utiliser leurs médias pour nous imposer des choix au nom d'une pseudo-communauté internationale qui n'est en réalité que l'émanation de leur volonté, qui n'existe parce qu'ils l'ont imaginée et qui ne sert que leurs intérêts. Ce que dénonce la jeunesse, c'est le fait que malgré les générations, certains responsables occidentaux n'aient pas update leur logiciel pour sortir du colonialisme. Ils estiment qu'ils doivent encore rester sur place et dominer.
Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassés d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Moi, je veux pas être naïf, parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire, parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Ces propos ouvertement colonialistes se passent de tout commentaire, n'est-ce pas? Ce maire, grand homme politique français, qui réclame de continuer l'occupation, qui estime que la France doit garder les bases militaires sur place et continuer de dominer et d'exploiter les richesses de l'Afrique, qui estime qu'il faut rester pour ne pas laisser la place aux Russes, illustre jusqu'à la caricature ce que la jeunesse africaine refuse. Il symbolise la pensée de l'immense majorité des dirigeants occidentaux. Dès que le discours est tourné contre la France, ah ouais, à la Russie. Mais il n'y avait pas la Russie quand il se soulevait dans tous ces pays-là que j'ai dit. La Russie n'avait pas encore cette politique en Afrique. Et c'est cela que l'Afrique combat. C'est cela que l'Afrique n'accepte plus. Quand vous avez été comme ça dominant et que vous avez cru que vous étiez encore chez vous à la chute du mur de Berlin, tout le monde a regardé la réunification de l'Allemagne, mais tout le monde a fait comme si en Afrique, on était encore chez nous, ad vitam aeternam. Quand vous avez été dominant comme ça, avec un système intégré qu'on appelle pour faire qu'on la France-Afrique, la France, sa diplomatie d'influence, ses partenaires européens ou autres, lui demandaient toujours « tel pays, qu'est-ce qu'il faut faire ?» etc. Et c'était toujours le grand chef blanc, l'Élysée, qui répondait. À tel point que la France, depuis 40 ans, a le poste de secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. C'est très important, c'est stratégique, parce que c'est la France, grâce à ce poste, qui faisait voter toutes les résolutions sur l'Afrique. La Libye, on a fait comme un seul homme, ce qui est une vaste connerie de foutre en l'air ce pays qui a déstabilisé la région. La Côte d'Ivoire, pareil, pour sortir Laurent Gbagbo de son bunker. Et c'est toujours la France qui donnait le là. La diplomatie d'influence de la France, elle se situait là. Ça veut dire que la France n'est pas un bouc émissaire? Mais ça veut dire qu'une période, on n'a pas vu, encore une fois, là, je trouve, il y a un anachronisme historique. On n'est pas passé à une Afrique mondialisée. On n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Il va falloir que l'Occident en général, et Paris en particulier, le comprenne et l'intègre. C'est la fin de la colonie aux ordres. Il y a un langage courant qui est admis en France. On pose toujours le débat sur l'Afrique. Est-ce que la France va perdre l'Afrique? Mais la notion de perte suppose la notion de possession. Quelle est la légitimité de la France aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes à revendiquer un précaré? C'est le mot qui était utilisé. On parle de précaré. Je pense que ce logiciel-là, il est obsolète. Les arguments d'une Russie qui serait en train de les remplacer, ils devraient l'oublier. On ne veut pas de nouveaux maîtres. La Russie peut être un allié de circonstance. Ce n'est pas aux Occidentaux de dire à l'Afrique avec qui elle doit traiter. Ce n'est pas son affaire. C'est gentil de s'en préoccuper, mais rassurez-vous, on est assez grand pour faire nos choix. Nous avons de grands chantiers en interne. Le mal en interne est profond. Il faut nous laisser nous en occuper maintenant. Et avec ce qui vient de se passer au Niger, il faut y aller vite. Nous avons du pain sur la planche. Il faut aller vite contre des institutions et un grand nombre de nos dirigeants qui sont de véritables fléaux, des pantins. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Le chantier est plus important en interne, entre nous Africains. Nous devons très vite imaginer, créer notre propre modèle de gouvernance, élaborer notre modèle d'éducation à nous, qui tienne compte de nos valeurs et de nos faiblesses, revoir de fond en comble notre économie, sans avoir besoin de mimer l'autre. Nous devons chacun, dans son secteur, dans son environnement, prendre l'initiative de proposer quelque chose de neuf, de pratique, sans peur d'être critiqué, sans être bridé par le regard ou le jugement de l'autre. Même si certains peuvent trouver cela aventureux, c'est de là que naîtra notre nouveau monde. C'est pourquoi, avec quelques amis d'origine diverse, amoureux de l'Afrique,
préoccupé de son devenir, totalement décomplexé, mais surtout animé par le désir d'ouvrir le débat, de nourrir la réflexion sur le devenir de ce continent, nous nous sommes lancés dans un travail de proposition sur les différents thèmes prioritaires qui doivent impulser le changement. Ce groupe, Mansa, du nom de l'homme le plus riche de tous les temps, Mansa Moussa, dans quelques semaines, vous proposera très régulièrement ses constats et ses recommandations sur les grands sujets auxquels l'Afrique doit faire face. Critiquer, c'est très bien, c'est nécessaire pour sensibiliser et amener à la prise de conscience. Mais proposer, c'est encore mieux. Jeunes gens, faites chauffer votre cerveau et vos neurones. N'attendez rien de l'autre. Soyez vous-même. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés. Mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir puisque comme vous l'avez certainement remarqué le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts de cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes, LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes certain cette fois-ci d'être sur le bon compte. Celui qui vous propose le narratif africain, sans complaisance et sans condescendance.